Le 10 octobre 2025, un seul chiffre tombe, zéro. Zéro litres d'eau étrangère traverse désormais le fleuve Sahel après l'ordre de fermeture totale qui rompt 50 ans de dépendance hydraulique, stoppe des conduites vers l'extérieur et oblige le Burkina Faso à choisir entre stabilité importée et souveraineté douloureuse. Ce choc parle à tous. Qui paie? Qui s'adapte et pourquoi Ibrahim Traoré accepte-t-il d'inscrire la soif dans le prix public de la dignité nationale? À partir de là, le fleuve n'est plus une donnée naturelle, mais un test collectif, immédiat, mesurable. Cette histoire promet de clarifier ce qui a changé, ce qui a cassé, et ce qui peut encore tenir lorsque l'eau devient une arme politique et un levier économique. Comprendre les faits éclaire en jeu, coûts réels et marge d'action possible. L'enjeu est simple à formuler, mais difficile à vivre: préserver la dignité nationale tout en absorbant pénuries, sanctions et incertitudes quotidiennes. Ici, les chiffres ne servent pas à impressionner, ils servent à mesurer, comparer et arbitrer des choix qui touchent l'État, l'économie privée, la vie des ménages et la région. Un détail oublié au départ éclaire pourtant le basculement. En suivant la séquence, on verra comment une décision administrative devient un choc social, puis une école d'organisation, avant de produire des effets contradictoires mais observables. Ce parcours précise ce que gagne le pays, ce qu'il perd et ce qui reste négociable sans renoncer aux principes. La promesse est d'apporter des repères clairs pour juger la suite, pas pour convaincre, mais pour permettre un débat informé et responsable. Dès la deuxième semaine, un premier chiffre tranche le débat: moins 18% de production électrique liée à la baisse du débit vers les barrages. Ce recul immédiat, mesuré par les services nationaux, montre que la fermeture du fleuve n'est pas un symbole abstrait, mais un choc matériel, quantifiable, qui affecte l'énergie, l'agriculture et la vie quotidienne en cascade. Pour comprendre comment le Burkina Faso en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Pendant des décennies, la gestion du fleuve Sahel reposait sur des accords hérités de l'époque coloniale, prolongés ensuite par des arrangements techniques avec des partenaires étrangers. L'eau circulait, les données hydrologiques aussi, mais la décision finale échappait largement aux autorités locales. Cette dépendance était stable, invisible, presque normalisée. Elle garantissait des volumes réguliers au prix d'un contrôle limité. La rupture intervient lorsque des audits internes révèlent l'ampleur juridique de cette situation. Un contrat, signé en 1947, rédigé en langue étrangère, liait la gestion hydraulique à des intérêts extérieurs pour près d'un siècle. Barrages, pompes, données météorologiques, tout était encadré. Lorsque Ibrahim Traoré prend connaissance de ces clauses, le problème cesse d'être technique, il devient politique et symbolique. La décision se prépare alors dans la discrétion. Des semaines de lecture, de consultation et de calcul précèdent l'annonce. Fermer le fleuve ne signifie pas arrêter l'eau par caprice, mais rompre un cadre juridique perçu comme un vestige d'asservissement. Le 10 octobre 2025, l'ordre tombe, les vannes se ferment, la stupeur traverse la région. À l'extérieur, les réactions sont immédiates: critiques diplomatiques, inquiétude des marchés, suspension de coopération. À l'intérieur, la perception diverge. Les experts parlent de crise annoncée. Une partie de la population y voit un acte de reprise de contrôle. À ce moment précis, une question reste ouverte: le pays peut-il transformer ce choc initial en apprentissage durable? Au lendemain de la fermeture, l'histoire ne se joue plus seulement au sommet de l'État, mais dans des lieux techniques discrets, rarement visibles. Autour d'Ibrahim Traoré, une cellule opérationnelle se met en place au ministère des Ressources, réunissant ingénieurs, hydrologues et officiers chargés d'exécuter une décision devenue irréversible. Leur tâche n'est pas idéologique:
maintenir l'accès minimal à l'eau tout en reconstruisant une capacité locale de gestion. Parmi eux, le capitaine Caboret, jeune ingénieur originaire de Bobo-Dioulasso, incarne cette phase concrète. Il travaille sur des stations de pompage abandonnées depuis plus de 10 ans, mises hors service faute d'entretien ou remplacées par des systèmes supervisés de l'extérieur. En moins de 2 semaines, son équipe parvient à en remettre 10 en fonctionnement. Le résultat est modeste en volume, mais décisif en méthode. Les installations peuvent fonctionner sans supervision étrangère. Dans les villages riverains, cet ajustement a un effet immédiat. Les habitants découvrent qu'ils peuvent réparer, régler et distribuer l'eau par eux-mêmes, même de façon imparfaite. L'autonomie progresse plus vite que le débit. En parallèle, les limites apparaissent vite. Coupure d'électricité, baisse de pression, file d'attente devant certains points d'eau. La décision se traduit par des contraintes visibles, quotidiennes. Cette phase précoce révèle un contraste central. D'un côté, une fragilité réelle, difficile à nier. De l'autre, une capacité d'organisation locale qui n'avait jamais été sollicitée à cette échelle. Le fleuve cesse d'être un simple canal, il devient un révélateur. Le choix posé par Ibrahim Traoré commence alors à produire son premier effet mesurable. Forcer le pays à apprendre en situation réelle. Tout commence à l'aube lorsque le décret est rendu public. Les vannes du fleuve Sahel sont fermées, les alarmes des stations automatiques s'activent et l'eau cesse de circuler vers les conduites contrôlées de l'extérieur. En quelques heures, l'information se diffuse dans les réseaux administratifs puis dans les médias internationaux. Ce qui était une décision juridique devient un événement politique régional. Ibrahim Traoré reste silencieux, laissant les rapports techniques remonter avant toute prise de parole. La phase de choc est immédiate. Les ambassades demandent des explications, les institutions financières réévaluent leurs engagements et les marchés réagissent comme par la prudence. Le Fonds monétaire international annonce le gel d'un prêt de 400 millions de dollars. L'Union européenne suspend plusieurs programmes de coopération. Les États-Unis publient un communiqué critique. À l'extérieur, le geste est qualifié de provocation. À l'intérieur, il était vécu comme un tournant assumé, mais risqué. Sur le terrain, les effets se matérialisent rapidement. À Bobo-Dioulasso, la pression chute dans les canalisations. Dans les zones agricoles, les vannes d'irrigation sont fermées par précaution. Les transporteurs réduisent leur trajet à cause de la hausse du carburant. En 48 heures, son prix augmente de 15%, affectant la distribution des denrées. Les files d'attente s'allongent devant les points d'eau et les stations-service. La décision cesse d'être abstraite. Le troisième jour marque le pic de tension. Les hôpitaux rationnent l'eau. Certaines écoles ferment plus tôt pour économiser l'électricité et les usines tournent au ralenti. Le gouvernement déploie des unités techniques dans les provinces et sécurise les barrages. Le soir même, Ibrahim Traoré réunit son cabinet. Chaque ministre présente ses pertes, ses besoins et ses options. L'objectif n'est plus de débattre du principe, mais de limiter les ruptures critiques. Un plan d'urgence est alors adopté. Il priorise les zones rurales, la remise en service de pompes locales et la formation d'équipes mixtes, civiles et militaires. Cette réponse interne contraste avec l'intensification de la pression extérieure. Des sociétés évoquent des années des poursuites internationales. Des diplomates proposent une médiation rapide. Le président refuse. Pour lui, renégocier sous contrainte reviendrait à annuler le sens de la décision. Les jours suivants, la situation évolue lentement. Le rationnement devient une routine. Des comités villageois s'organisent pour répartir l'eau. Des ingénieurs burkinabés réparent d'anciennes installations avec des moyens limités. La peur du chaos
recule sans disparaître. La rupture initiale se transforme en phase d'apprentissage collectif, imparfaite mais structurante. À la fin de cette séquence, le pays n'est ni stabilisé ni effondré. Il est entré dans une zone intermédiaire faite de contraintes nouvelles et de marges d'action inédites. Le fleuve, jadis symbole de dépendance technique, devient un espace de décision politique totale. C'est à partir de cette dynamique que les premiers indicateurs chiffrés commencent à prendre tout leur sens. Avant la fermeture, le système hydraulique assurait une production électrique relativement stable et une irrigation couvrant près d'un tiers de l'activité agricole nationale. Après la décision, la première mesure officielle indique une baisse immédiate de 18% de la production d'électricité liée à la réduction du débit vers les barrages. Ce delta ne décrit pas une panne totale, mais un recul net suffisant pour affecter l'ensemble de la chaîne économique. Il fixe un point de départ mesurable à partir duquel juger les effets réels du choix politique. Dans l'agriculture, l'écart est plus hétérogène mais plus sensible socialement. Les cultures irriguées, qui représentaient environ 30% de la valeur agricole, enregistrent un recul estimé entre 15 et 20% selon les provinces. Derrière ces pourcentages, on observe des récoltes différées, des surfaces laissées temporairement en jachère et des marchés locaux moins approvisionnés. Chaque chiffre agrège des décisions concrètes prises par des exploitants contraints d'arbitrer entre semer moins ou risquer de perdre davantage. Un troisième indicateur éclaire un mouvement inverse. Alors que plusieurs multinationales suspendent leurs projets et rapatrient leurs équipes, l'État crée environ 2000 postes dédiés à la gestion locale de l'eau. Ce chiffre, modeste à l'échelle macroéconomique, signale un transfert de fonctions. Des techniciens formés en urgence remplacent progressivement les experts étrangers. En quelques mois, la capacité nationale de gestion hydraulique double, non en efficacité optimale, mais en autonomie opérationnelle. Sur le plan financier, la contrainte est lourde mais circonscrite. Le gel du prêt du FMI, évalué à 400 millions de dollars, prive le pays de liquidités immédiates et renchérit certaines importations. En réponse, le gouvernement réoriente ses sources de financement. Des fonds régionaux sont mobilisés avec le soutien du Mali et du Niger et des équipements sont mutualisés. Le flux financier diminue, mais la dépendance à une seule source recule. Ces chiffres ne racontent pas une réussite rapide. Ils dessinent un profil d'ajustement. Perte d'énergie, contraction agricole, création d'emplois publics, tension financière. Chaque donnée correspond à un coût et à une capacité émergente. Lors d'une allocution radiodiffusée, Ibrahim Traoré présente ces indicateurs sans triomphalisme. Il insiste sur leur fonction pédagogique. Les statistiques ne servent pas à prouver qu'il avait raison, mais à apprendre ou corriger. Comparées à la situation antérieure, ces mesures montrent un déplacement du risque. Avant, la stabilité reposait sur des accords externes. Après, l'équilibre dépend d'une organisation interne encore fragile. Le delta est clair. Moins de confort immédiat, plus de contrôle direct. La question devient alors stratégique. Ce nouvel équilibre peut-il se maintenir sans épuiser la société avant que les bénéfices structurels n'apparaissent? Depuis la fermeture du fleuve Sahel, deux interprétations solides s'affrontent, chacune appuyée sur des arguments cohérents. La première, portée par des économistes africains et des soutiens du gouvernement, considère la décision comme un tournant historique nécessaire. Selon eux, la dépendance hydraulique, même stabilisatrice, maintenait le Burkina Faso dans une position de vulnérabilité structurelle. Tant que l'eau, les données et les infrastructures restaient sous contrôle extérieur, toute souveraineté économique demeurait partielle.
Dans cette lecture, accepter un choc immédiat serait le prix à payer pour reconstruire une capacité nationale durable. Ses partisans soulignent que les sanctions et le retrait des partenaires étrangers confirment précisément le diagnostic initial. Chaque pression extérieure révèle à quel point le système précédent limitait la marge de manœuvre du pays. Ils avancent que la création d'emplois locaux, la montée en compétence des ingénieurs nationaux et la cohésion sociale observée constituent des actifs invisibles dans les modèles classiques. Pour eux, la souveraineté ne se mesure pas seulement en points de croissance, mais en capacité collective à absorber et gérer la contrainte. La seconde lecture, plus critique, émane de diplomates et d'experts régionaux. Elle reconnaît la portée symbolique du geste, mais alerte sur ses coûts cumulatifs. Fermer brutalement le fleuve, disent-ils, fragilise un pays enclavé, rompt des chaînes d'approvisionnement et accroît l'exposition aux chocs externes. Sans infrastructures robustes ni réserves financières suffisantes, l'autonomie peut se transformer en isolement. À leurs yeux, la contraction agricole, la baisse énergétique et le gel des financements risquent d'éroder le tissu productif avant que les gains de souveraineté ne se matérialisent. Cette critique n'est pas théorique. Les chiffres disponibles montrent déjà des pertes réelles et une pression accrue sur les ménages. Toutefois, elle admet aussi que le modèle antérieur n'était pas soutenable à long terme. Le désaccord porte moins sur le diagnostic que sur le tempo et la méthode. Fallait-il rompre d'un coup ou renégocier progressivement? Ibrahim Traoré intègre ces deux récits dans sa stratégie. En interne, il parle d'un coup d'apprentissage collectif et suit les indicateurs macroéconomiques semaine après semaine. Entre héroïsme et prudence, une zone grise apparaît. La décision n'est ni un triomphe assuré, ni une erreur évidente. Elle ouvre un processus dont l'issue dépendra moins du geste initial que de la capacité à ajuster sans renier le principe. Au cœur de la crise, une phrase prononcée par Ibrahim Traoré modifie la lecture des événements. Lors d'une réunion interne, il explique que la fermeture du fleuve n'est pas une fin, mais un déclencheur destiné à rendre visibles des dépendances longtemps masquées. Jusque-là, beaucoup pensaient à une réaction impulsive face à un héritage colonial pesant. Cette déclaration révèle au contraire l'existence d'un plan plus large, pensé en amont, fondé sur la contrainte comme outil de transformation. Dans les jours qui suivent, des images circulent depuis Ouagadougou. Autour de cartes hydrologiques, ingénieurs et officiers redessinent les bassins, identifient les points faibles et hiérarchisent les priorités. Le fleuve cesse d'être le centre unique du système. Il devient un élément parmi d'autres dans une architecture plus décentralisée. Cette inflexion change la nature du débat. La question n'est plus seulement de savoir si la rupture était justifiée, mais ce qu'elle permet désormais de construire. À l'extérieur, cette nouvelle phase est perçue comme un précédent. Au Mali et au Niger, des discussions émergent sur des mécanismes de gestion régionale. Les chancelleries parlent de crise hydraulique. Le pouvoir burkinabé parle de réveil de souveraineté. Cette divergence de vocabulaire marque un basculement. La fermeture du fleuve n'est plus seulement une réponse au passé, elle devient un signal adressé à l'avenir. Pour l'État, la fermeture du fleuve impose une transformation rapide de l'appareil administratif. Privées de l'appui technique extérieur, les institutions doivent alors centraliser et redistribuer des compétences jusque-là dispersées. Le ministère des Ressources crée des cellules provinciales chargées de surveiller barrages, pompes et bassins secondaires. Les rapports internes font état d'une hausse d'environ 40% de la réactivité administrative dans la gestion des incidents. Cette amélioration ne résulte pas d'une efficacité optimale, mais d'une responsabilisation directe. L'État reprend un rôle moteur qu'il avait progressivement perdu au prix d'une charge accrue sur ses équipes.
Du côté de l'économie privée, l'effet est plus contrasté. Les entreprises étrangères se retirent ou suspendent leurs activités, laissant des vides dans certains segments. En parallèle, des structures locales émergent. Une dizaine de coopératives agricoles réinvestissent les zones riveraines, souvent avec des moyens limités, mais une forte mobilisation collective. Elles adoptent donc des solaires financées par des capitaux nationaux. Après 6 mois, la production agricole atteint environ 80% de son niveau d'avant-crise. Cette reprise partielle ne compense pas toutes les pertes, mais elle réduit la dépendance à des acteurs extérieurs. Pour la population, l'impact est d'abord vécu au quotidien. Les coupures d'eau et d'électricité rythment les journées et l'adaptation reste exigeante. Dans plusieurs villages, des comités de gestion organisent avec la distribution selon des quotas. Les femmes, principales responsables de l'approvisionnement domestique, prennent un rôle central dans ces dispositifs. Des enquêtes internes évoquent une hausse de 22% du sentiment de fierté nationale, malgré les contraintes matérielles. L'eau n'est plus perçue comme un service acquis, mais comme une ressource à protéger et à partager. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent les frontières. Au Mali et au Niger, des discussions s'ouvrent sur une coopération hydraulique renforcée. L'idée d'une alliance régionale du Sahel gagne en visibilité. Les chancelleries occidentales s'inquiètent d'un effet domino politique susceptible de remettre en cause d'autres contrats de concession. Dans le même temps, des mécanismes de solidarité régionale se mettent en place pour mutualiser équipements et données. La dépendance change de nature. Elle devient horizontale plutôt que verticale. À l'intersection de ces quatre sphères, une recomposition lente s'opère, les pertes économiques sont réelles et mesurables. Les gains symboliques et organisationnels le sont aussi. Ibrahim Traoré observe ces évolutions comme des indicateurs d'équilibre, non comme des trophées. La décision initiale cesse d'être jugée uniquement à l'aune de ses coûts immédiats. Elle est désormais évaluée par sa capacité à produire des effets différenciés, parfois contradictoires, mais durables. Le fleuve, sous contrôle national, devient le point d'ancrage d'un nouveau rapport entre contraintes et choix collectifs. À partir des données disponibles et des dynamiques observées, l'avenir proche du Burkina Faso après la fermeture du fleuve Sahel peut se décliner en trois trajectoires plausibles. Elles ne prédisent pas, elles cadrent les choix. Dans un scénario de base, le plus probable à court terme, le pays entre dans une phase de stabilisation prudente. Les 6 à 12 prochains mois sont marqués par une gestion serrée des ressources. Les coopératives agricoles consolident les systèmes locaux, les stations de pompage réparées gagnent en fiabilité et les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger assurent des flux hydriques minimaux mais réguliers. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact s'atténue grâce à la solidarité régionale. La croissance reste faible, autour de 1 à 2%, cependant la confiance institutionnelle progresse. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré consolide un modèle de souveraineté austère, imparfait mais fonctionnel. Le scénario optimiste repose sur une montée en puissance plus rapide des capacités internes. Les efforts de réorganisation portent leurs fruits avant un an. De nouveaux barrages solaires et des systèmes hybrides sont mis en service, réduisant la pression énergétique. L'indépendance partielle en électricité et en eau devient crédible dès le 9e mois. Les échanges régionaux augmentent, soutenus par un accord trilatéral de coopération hydraulique. Des investisseurs africains, attirés par la résilience démontrée, financent des projets locaux. Le produit intérieur brut rebondit de 3 à 4%, signalant que la rupture initiale a servi de socle à une croissance endogène.
Le pays devient alors un exemple régional d'autonomie transformé en levier économique. Le scénario le plus sombre décrit une dégradation cumulative. Les pressions extérieures s'intensifient, les sanctions se durcissent et les récoltes échouent à se redresser. L'inflation s'accélère, le pouvoir d'achat recule et des tensions sociales émergent. Les réserves monétaires diminuent et la dépendance régionale remplace la dépendance occidentale sans offrir la même stabilité. Dans cette configuration, la fermeture du fleuve est perçue non comme un acte fondateur, mais comme une rupture prématurée mal amortie. Entre ces trois horizons, l'arbitrage central reste constant. Si la discipline institutionnelle tient, alors la contrainte peut devenir structurante. Si elle cède, le coût social risque de dépasser les bénéfices symboliques. La question n'est plus de savoir si la décision était juste, mais si sa mise en œuvre peut rester adaptable sans renoncer au principe. Au-delà des indicateurs macroéconomiques, la décision se traduit par des expériences très différentes selon les groupes sociaux, et c'est à ce niveau que le sens du choix se joue durablement. Pour les agriculteurs, premiers exposés, l'adaptation est immédiate et concrète. Dans les plaines du Nord, ils apprennent à stocker chaque goutte, à modifier les calendriers de culture et à mutualiser des équipements rudimentaires. Beaucoup reconnaissent que la contrainte a forcé une discipline collective qui n'existait pas auparavant, même si la charge de travail s'est accrue. Dans les centres urbains, la jeunesse occupe une place particulière. À Ouagadougou, des étudiants transforment la crise en défi intellectuel. Des collectifs se forment dans les universités pour concevoir des systèmes de filtration, de récupération et d'irrigation à faible coût. Pour eux, la fermeture du fleuve n'est pas seulement une privation, mais un laboratoire. Ibrahim Traoré devient moins une figure lointaine qu'un symbole de rupture assumée, qui légitime l'expérimentation et l'initiative locale. La diaspora, enfin, observe à distance. Depuis Dakar, Bamako ou Paris, les réactions oscillent entre inquiétude et admiration. Certains envoient tout pot des fonds pour soutenir des projets communautaires. D'autres organisent des campagnes d'information pour expliquer le contexte et contrer les récits simplificateurs. Cette mobilisation diffuse ne remplace pas les investissements structurels, mais elle renforce un sentiment d'appartenance et de responsabilité partagée. Ces trajectoires n'effacent pas les difficultés. Elles montrent cependant que la crise agit comme un révélateur de capacités souvent sous-estimées. Pour chacun, la question devient personnelle. Comment transformer une contrainte collective en action individuelle utile, sans nier les coûts et réels? C'est dans ces réponses quotidiennes, plus que dans les discours officiels, que se mesure la portée humaine de la décision. Après la phase de choc et d'ajustement, le pouvoir burkinabé structure une réponse en plusieurs étapes, pensée pour transformer le symbole en capacité durable. La première priorité consiste à reconstruire la compétence locale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le gouvernement crée une académie nationale de l'eau chargée de former ingénieurs, techniciens et gestionnaires. En 6 mois, ces équipes remplacent progressivement les experts étrangers et sont affectés à des bassins précis avec un objectif clair: atteindre une autonomie opérationnelle mesurable à court terme. La deuxième étape vise la remise en état des infrastructures vitales. Les chantiers prioritaires concernent les scanisons, les stations de pompage, les barrages secondaires et les canaux d'irrigation. Les travaux sont organisés par cycles courts, financés par des fonds internes, issus notamment de la taxation minière. Chaque phase est suivie par des comités citoyens afin de limiter les détournements et d'ancrer la réforme dans la transparence. L'efficacité reste inégale, mais la chaîne de responsabilité devient plus lisible. Troisièmement, la diversification des sources d'eau et d'énergie est engagée.
Le plan gouvernemental prévoit d'atteindre environ 40% d'alimentation solaire dans l'année. Des solutions expérimentales comme des systèmes de désalinisation ou de récupération sont testés dans le Nord. L'objectif n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la réduction progressive de la dépendance au fleuve Sahel. La coopération régionale constitue la quatrième étape. Le Burkina Faso signe des accords de gestion conjointe avec le Mali et le Niger, créant un observatoire commun chargé de partager données et flux en temps réel. La souveraineté est redéfinie comme un projet collectif, non comme une forteresse isolée. Enfin, un mécanisme d'évaluation trimestriel est instauré. Chaque rapport public mesure les avancées et ajuste les priorités. Pour Ibrahim Traoré, cette méthode conditionne la crédibilité du choix initial. Sans discipline, le symbole resterait fragile. Sur les rives du fleuve, les mêmes lieux prennent une autre signification qu'au premier jour. Les ingénieurs qui avaient refermé les vannes reviennent inspecter des turbines réparées, des canalisations provisoires, des bassins remis en service. Le capitaine Caboret observe l'eau circuler de nouveau, non comme une victoire, mais comme une reprise maîtrisée. Le fleuve n'est plus un héritage subi, il devient un outil appris, parfois malmené, mais assumé collectivement. Lors d'une visite sur site, Ibrahim Traoré s'arrête longuement sans discours. Autour de lui, des enfants jouent, des femmes remplissent des récipients, des ouvriers ajustent des pompes. La crise a laissé des traces visibles, mais aussi une fierté plus calme. Le pays ne se juge plus seulement à son confort immédiat, mais à sa capacité à tenir une direction malgré la contrainte. Cette scène résume le basculement mieux que n'importe quel graphique. La décision de fermer le fleuve, longtemps perçue comme un choc brutal, apparaît alors sous un autre angle. Elle a forcé un apprentissage collectif, imparfait, coûteux, mais réel. La souveraineté s'éprouve dans la durée. Ce rappel du motif initial boucle le récit. Le fleuve, miroir de dépendance hier, reflète désormais une responsabilité partagée. Rien n'est acquis, mais quelque chose a changé dans la manière de décider et d'assumer. Au terme de cette trajectoire, l'histoire du fleuve Sahel dépasse le cadre d'une politique publique ou d'une crise sectorielle. Elle fonctionne comme une métaphore élargie. Chaque société possède une ressource clé, un système hérité, un équilibre confortable mais contraignant. La question n'est pas seulement de rompre ou de conserver, mais de savoir comment décider sans déléguer entièrement le coût et la responsabilité à d'autres. L'expérience burkinabé ne propose pas de recette universelle. Elle expose un dilemme concret avec des pertes visibles et des gains plus diffus. Elle rappelle aussi que la souveraineté n'est pas un état figé, mais une pratique quotidienne faite d'arbitrage, de correction et de patience. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré importe moins que la dynamique qu'il a déclenchée et la manière dont elle sera poursuivie ou infléchie. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'applaudir ou de condamner, mais de tirer des repères. Quel coût accepter? Quel risque refuser? Quelle dépendance reconsidérer? La suite de cette histoire dépendra de décisions collectives, bien au-delà d'un fleuve. Comment chacun définirait-il le point d'équilibre entre dignité, contrainte et viabilité à long terme?